Alors bonjour à tous, vous m'entendez là? Ouais. Du coup on va continuer avec une présentation qui concerne toujours les adolescents. Plus sur la question de comment les accueillir sur un dispositif spécifique lorsqu'ils sont en crise. Et quel travail on a pu proposer également avec leur famille. Moi je suis le docteur Céline Bascoul, je suis pédopsychiatre sur la consulte ado du secteur 1 de pédopsychiatrie de Haute-Garonne. Et donc je suis avec mes collègues qui sont les médecins responsables des deux autres consultes ados sur les deux autres secteurs de pédopsychiatrie de Haute-Garonne. Donc la consulte ado, on existe depuis pas très longtemps. En fait, on a commencé à fonctionner vraiment, je dirais, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et l'idée de la création de ces consultes ados, c'était tout d'abord un constat qui avait été fait surtout par les professionnels qui travaillaient au service des urgences, qu'il y avait de plus en plus d'adolescents qui passaient aux urgences. Alors, à Toulouse, il y a les urgences pour les adolescents de moins de 15 ans qui sont à l'hôpital des enfants et les urgences pour les adolescents de plus de 15 ans qui sont à l'hôpital Purpan aux urgences psychiatriques adultes. Et que ce soit dans les deux services, en fait, il y avait vraiment un nombre croissant d'adolescents au fil des années qui passaient aux urgences et une difficulté pour les professionnels qui travaillaient sur ces services-là de pouvoir proposer un relais rapide en ambulatoire une fois passé aux urgences si le jeune ne relevait pas d'une hospitalisation. Et finalement, on s'était aussi aperçu que le mode de recours aux urgences était parfois à l'initiative des familles, faute d'avoir reçu une écoute ou une prise en charge rapide avant. Donc l'idée, c'était aussi peut-être de pouvoir recevoir ces jeunes rapidement s'il y avait des critères de crise, de montée de crise, pour justement éviter un passage aux urgences dans ce cadre-là. Avant la création des consultes ados en Haute-Garonne, du coup les structures sur lesquelles s'appuyaient les services des urgences, c'était les centres médico-psychologiques et centres médico-psycho-pédagogiques. Mais effectivement le délai de réponse pour une première consultation n'était pas toujours en adéquation avec la temporalité de la crise chez l'adolescent, où il faut pouvoir y répondre assez rapidement. Et il y avait aussi cette notion de quand même la clinique spécifique de la crise chez l'adolescent, qui demande beaucoup d'adaptation, beaucoup d'ajustement, beaucoup de réactivité, ce qui n'était pas toujours faisable en pratique dans les CMP, qui avaient déjà beaucoup d'autres missions et modalités de travail avec toute la tranche de la population quand même des enfants de 0 à 18 ans. Il y avait aussi d'autres structures que les CMP et les CMPP. Alors sur le secteur 3 de pédopsychiatrie de la Haute-Garonne, qui est le secteur de l'ARCEA, il existait déjà une consulte ado en fait depuis 2013, mais qui fonctionnait pas tout à fait sur les modalités de crise sur lesquelles on fonctionne maintenant. Sur le secteur 1, donc qui dépend du CHU, il a été créé en 2010 un hôpital de jour réactif, c'est-à-dire un hôpital de jour qui pouvait accueillir des adolescents. Alors c'est sur un temps limité, on n'est pas sur des prises en charge au long cours de plusieurs années, mais il proposait des prises en charge donc en soins
pluri-hebdomadaire, rapide, c'est-à-dire avec un délai de quelques semaines. Hein. Il se voulait vraiment réactif. Et sur le secteur 2, donc qui dépend du centre hospitalier de Marchand, il y avait déjà une UMES, équipe mobile d'évaluation et de soutien, qui existe depuis 2010 et qui, comme son nom l'indique, était mobile et pouvait se déplacer à domicile, chez les adolescents, à l'école, dans les lieux que fréquentait l'adolescent. En parallèle de ça, donc sur l'hôpital des enfants dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une équipe de liaison de pédopsychiatrie qui pouvait assurer le suivi très rapide de post-urgence après un passage aux urgences sur l'hôpital des enfants, notamment dans le cadre de tentatives de suicide. Les possibilités d'hospitalisation temps plein sur la Haute-Garonne se répartissent sur 3 services. Il y a l'UCHA, l'unité de crise et d'hospitalisation pour adolescents, qui dépend de l'hôpital Marchand. Il y a 12 lits d'hospitalisation également sur une clinique privée avec vraiment un secteur spécifique adolescent. Au nord de Toulouse. Et puis il y a la Villa Ancely qui est le service d'hospitalisation du CHU, mais avec des délais d'admission un peu plus longs, et notamment je fais un lien avec la première présentation de ma collègue, plus des prises en charge d'adolescents et d'adolescentes anorexiques surtout. Voilà. En parallèle de ces dispositifs de soins, d'autres partenaires qui ne sont pas forcément du sanitaire, le RAP 31 qui est une association vraiment, qui n'est pas en prise en charge directe avec l'adolescent, mais qui peut faire de la régulation d'équipe et un travail vraiment de partenariat pluridisciplinaire pour les adolescents les plus difficiles, des adolescents vraiment pour lesquels on n'arrive pas du tout à construire un projet ou à faire tenir un projet. Et les maisons des adolescents aussi, il y a une maison des adolescents à Toulouse qui est rue Riquet, en centre-ville. Donc à partir de là, effectivement, il y a eu un projet soutenu par l'ARS de doter chaque intersecteur d'une consultado et d'une équipe mobile. Donc sur le secteur 1, création d'une consultado et d'une UMES. Sur le secteur 2, il y avait déjà l'UMES, création d'une consultado. Sur le secteur 3, il y avait déjà la consultado, création d'une UMES. Et l'idée, qui est un peu quand même nouvelle, en tout cas vraiment porteuse, c'est de pouvoir travailler ensemble, même si on n'est pas sur le même secteur de pédopsychiatrie, de pouvoir proposer le même type de travail, le même type de soins aux adolescents, quelle que soit finalement leur domiciliation, quelle que soit leur adresse, quel que soit le secteur dont ils dépendent. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à fonctionner. En parallèle, cette création, elle s'intègre dans un projet qui s'appelle le dispositif réactif départemental pour adolescents, qui est plus global, et il y a 2 autres niveaux de soins et de création qui sont prévus. Le prochain, qui va se mettre en place à très court terme, d'ici quelques mois, c'est une régulation téléphonique départementale avec un numéro de téléphone unique où peuvent appeler du coup tous les professionnels afin d'avoir un avis sur l'adolescent, vers où on peut l'orienter en fonction de la problématique. Urgence, consultado, libéral, CNP. Cette régulation téléphonique, elle sera accolée avec un petit service, donc qui sera un service d'accueil de crise, où donc notamment les services des urgences, mais aussi si vraiment il y a besoin par téléphone, on pourra recevoir les adolescents très très rapidement dans les 3 heures. Dans
avenir un peu plus lointain, mais c'est un projet aussi validé par l'ARS. Le 3e niveau de prise en charge de ces adolescents en crise, ce sera la création de 6 lits de crise sur le CHU, avec vraiment un projet de temps d'hospitalisation très très réduit, hein, de 5 jours maximum, vraiment pour travailler cette crise et cette temporalité très rapide. Sur le secteur 3 en parallèle, il y a un hôpital de jour, il y a quelques places d'hôpital de jour réactif qui ont été du coup créées en 2017 et qui fonctionnent en parallèle du coup de la consultado du secteur 3 et des autres dispositifs du secteur 3. Donc nos consultados, comment elles fonctionnent? Donc déjà on propose un accueil aux adolescents en crise, sans notion d'urgence, c'est-à-dire c'est toute la question d'évaluer cliniquement l'indication de devoir recevoir rapidement ce jeune, mais pas en urgence. Si vraiment il y a un critère d'urgence, on adresse aux urgences. La demande, elle se fait par un médecin qui peut nous appeler ou nous faxer une demande. Et on insiste beaucoup sur ce premier partenaire de soins qui, fera une première évaluation de si ça relève ou pas de la crise et qui, deuxièmement, reste inscrit, notamment quand c'est le médecin généraliste qui nous interpelle, reste inscrit dans le parcours de soins du jeune, même si nous, on commence à intervenir. On propose des rendez-vous rapides, on est sur de la crise. Donc pour un jeune qui est passé aux urgences, on propose un rendez-vous dans un délai de 72 heures sur la consultado. Pour un jeune qui nous est adressé par un autre médecin mais sans être passé par les urgences, un rendez-vous dans les 7 jours. L'idée c'est de se dire que s'il y a eu le passage aux urgences, il y a quand même eu quelque chose qui a fait que l'environnement habituel n'était pas suffisamment contenant et il y a eu besoin de ces urgences, donc il faut être très très réactif. Pour pouvoir être aussi réactif dans notre accueil des adolescents, bien sûr, du coup, on propose des prises en charge de durée limitée. Donc 3 mois maximum, avec vraiment sur ces 3 mois un travail intensif et de crise auprès de l'adolescent. Si à l'issue de ces 3 mois, on imagine que l'adolescent relève toujours de soins, qu'il y a besoin d'un suivi, d'un relais, on oriente vers le dispositif adapté. Et donc bien sûr, dans ce cadre-là, on travaille beaucoup avec nos partenaires, le réseau, que ce soit les CNP, les CMPP du secteur, mais aussi les professionnels du libéral, psychiatres, psychologues, voire les structures d'hospitalisation, hôpitaux de jour, hospices temps plein. Sur chaque consultado, une équipe pluridisciplinaire. Alors bien sûr, chaque secteur a des spécificités, mais globalement faites par un médecin pédopsychiatre, infirmier, psychologue, assistante sociale, éducateur spécialisé, secrétaire et cadre de santé. Et du coup, le travail qu'on va essayer de proposer à ces adolescents, alors déjà, vu le temps qui nous est imparti, on ne va pas pouvoir ouvrir forcément toutes les problématiques et toute la situation de vie de l'adolescent, mais on essaie vraiment de se centrer sur la crise, ce qui a fait crise et qu'est-ce qui peut en ressortir de thérapeutique là-dedans. On a un gros travail effectivement auprès des problématiques de passage à l'acte auto-agressif chez les adolescents, les passages à l'acte suicidaires, avec la prévention des récidives de passage à l'acte. Beaucoup aussi, l'adolescence est la période aussi où il peut y avoir des entrées dans la maladie psychiatrique et donc on peut accueillir des adolescents où finalement c'est une crise mais qui est révélatrice finalement d'une entrée dans une pathologie mentale plus
On essaie de travailler du coup avec l'adolescent, avec sa famille bien sûr, et avec tout son environnement, et de réfléchir sur ce temps imparti, vraiment à quels seront les soins les plus adaptés. Donc maintenant je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous expliquer peut-être un peu plus en détail comment on est organisé, un petit point sur vraiment la clinique de la crise chez l'adolescent, et puis mon collègue insistera plus dans la troisième présentation sur le travail qu'on fait avec les familles. Bonjour, donc moi je m'appelle Marie-Frère, je suis pédopsychiatre. Donc vous avez compris, la pédopsychiatrie sur la Haute-Garonne c'est organisé sur 3 secteurs. Globalement ça fait Appuie Seine-Lobe à l'envers, donc moi je suis le sud-ouest, je dépends de Marchand, le secteur 2. Donc l'idée de la consultado c'est qu'on va avoir différents temps qui sont très structurés, qui nous permettent d'avoir vraiment quelque chose de plus cohérent possible face à la crise qui correspond à une grande désorganisation du système. Donc on va d'entrée essayer de penser notre cadre de soins de telle sorte qu'on puisse accueillir la crise tout en essayant de remettre une temporalité, de mobiliser les ressources et comme on l'a déjà dit finalement hier, de voir quels besoins sont actuellement nécessaires pour faire bouger les forces en présence dans le meilleur sens possible. Alors pour ce faire, ce qu'on a déjà dit, c'est que c'est vraiment une demande médicale. Nous on part du principe que le tout venant, a priori peut aller dans les maisons des adolescents, le CMP, un libéral, psychologue, alors pédopsychiatre, on a un petit peu une denrée rare actuellement, mais bon, l'idée c'est qu'à un moment, probablement, il y a quelque chose de trop important qui fait que le médical est sollicité. Nous, de notre côté, on va recevoir cette demande. Alors ça arrive que les familles nous appellent, ou l'ASE, ou quoi, et nous on va dire, notre premier cadre c'est pour ça. Alors avec cette idée en tête, et avec l'idée qu'on va déjà penser la fin de la crise. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des familles, on sait très bien, qui sont des fois dans des demandes extrêmement paradoxales. C'est des familles en général qui ont eu déjà des demandes qui n'ont pas abouti, ou des prises en charge antérieures. Enfin, c'est souvent des situations un petit peu compliquées. Et on va d'ores et déjà se dire qu'il va falloir être là pour les soutenir dans ce moment de crise, mais aussi pouvoir le recycler dans quelque chose. Donc si le généraliste il est là quelque part, c'est un signe, c'est vraiment passé quelque chose, il est au courant, il est le garant ensuite du parcours de soins de façon globale, et nous on considère que c'est très important qu'il ne s'est pas rien passé. Avec le souci d'ailleurs, quand les adolescents passent aux urgences, on demande aussi que le médecin généraliste soit rapidement dans la boucle, alors de notre fait ou de leur fait. En tout cas, nous de notre côté, on va recevoir cette demande, on va évaluer si cette demande relève bien de nos dispositifs de soins, puisqu'il y a aussi un petit effet pervers du système. C'est sûr que si nous on nous voit extrêmement rapidement, alors que dans un CMP ou un CMPP il faut attendre 3 mois, voire 18 mois, bon. Et en même temps c'est bien que si on prend tout le monde, on ne va plus pouvoir prendre personne. Donc on va faire cette régulation, c'est-à-dire que nous globalement on a cette demande qu'on va traiter, on va réfléchir d'ores et déjà si c'est bien nous, et on va commencer à penser notre cadre, c'est-à-dire qui c'est qui devra être là. Classiquement, on dit si les parents sont ensemble, il nous faut les 2 parents. Des fois, on n'est pas aussi exigeant en se disant au moins si on voit le 2e parent assez rapidement, s'il n'y a que le 1er parent. Mais on commence déjà un petit peu à négocier notre cadre de soins, à la Whittaker, un peu par téléphone. On a quand même quelques situations, c'est la crise, même si on voit bien que c'est des situations complexes qui évoluent à bas prix depuis longtemps. On se pose toujours la question, est-ce que c'est vraiment nous, est-ce qu'il ne faut pas l'ancrer dans un CMP? Ça arrive qu'on réponde oui quand même, malgré tout. Et dans ce cas-là, on va solliciter tous les partenaires. Donc on fait des grandes messes, on va voir le jeune, ses parents, le jeune, ses parents l'ASE, le jeune, ses parents l'ASE l'ITEP ou l'IME. Enfin voilà, on part du principe que vraiment là, on va essayer de solliciter tout le monde, parce que le risque, toujours pareil, c'est que ça s'ouvre aussi vite que ça se referme. Alors, dans ce cas-là, donc une fois que notre indication est validée, on va faire une première période qui est une période d'évaluation. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on refuse des gens, on essaye au maximum, évidemment, de les orienter. Donc ça nous arrive aussi de se mettre en contact avec nos collègues de CMP, CMPP,
Comme on est sur des territoires qu'on connaît, c'est aussi l'idée que finalement, quand on appelle nos collègues de CMPP et qu'on leur dit voilà, il y a ce jeune, oui, il a une dépression, mais il n'y a pas d'idée suicidaire, il n'y a pas quelque chose qui fait que là, ces derniers temps, il y a une rupture avec l'état antérieur, c'est une continuité d'une pathologie qui s'enquiste. Nous, on n'a pas envie de le recevoir parce qu'on sait très bien que tout ce travail d'alliance et tout, ça va être le risque, c'est qu'on se sépare au bout de 3 mois. Donc on préfère que ce soit le CMP, quitte à ce qu'ils attendent. Mais par contre, c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir attendre 18 mois. Donc on fait ce petit travail-là, et en général, les collègues ils comprennent tout à fait. Disent bien, bon, on va s'organiser de telle sorte qu'on puisse le recevoir un peu plus vite que ce que normalement on aurait fait. Alors nous, de notre côté, quand on les reçoit, on va faire donc notre évaluation. On essaye au maximum de croiser les regards. C'est-à-dire qu'on a organisé un peu différemment chacun notre période d'évaluation, mais globalement, il y a toujours le pédopsychiatre qui voit le jeune, l'infirmier, le psychologue. On va essayer vraiment de faire en sorte de pouvoir avoir une vision. Alors évidemment, on a nos lunettes de pédopsychiatrie, mais on a une attention très très importante à la famille, aux dynamiques familiales. Et finalement, suite à cette évaluation, on va essayer de réfléchir à un projet de soins. Alors un projet de soins, ça peut être un projet de soins à court terme, en se disant on peut là y aller, faire de la psychothérapie brève, on va s'engager sur 3 mois, mais on va se mettre des objectifs. On sait très bien que c'est pas en 3 mois qu'on va réussir à tout faire. On va commencer à tirer quelques liens, et c'est vrai que globalement, plutôt que le mettre du côté de la pathologie, les axes de travail, on se rend compte, c'est beaucoup travailler l'estime de soi, la revalorisation, sa relation aux autres. Ça va être travailler les liens familiaux, restaurer la confiance, travailler sur... enfin voilà, ça va être des choses comme ça. On peut y inclure la fratrie ou pas. Ça dépend vraiment où est-ce qu'on va mettre le levier pour essayer de mobiliser le jeune, les ressources de l'intrapsychique, de l'intersubjectif, du groupe aussi. Nous, c'est vrai que le groupe, on l'a plus positionné du côté des UMS et des CMP, mais il y a aussi des groupes sur la consultado, sur les 2 autres secteurs. Globalement, ce qui va se passer au terme de cette évaluation, c'est qu'on va quand même proposer, alors des fois on propose même une prise en soin sur la consultado, le temps de passer un relais qu'on va redéfinir dans un second temps, parce qu'en fait on se rend compte que la crise est de nature épistémique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer à mettre une raison dessus, qu'on va commencer à mettre un sens, qu'on va comprendre ce qui se passe, il y a déjà un grand apaisement, et on se rend compte au final, là on a un petit peu de recul, que la moitié des jeunes, on ne les oriente pas sur les CMP, il y a des jeunes juste en psychothérapie, en libéral, voire certains même rien. Il y a vraiment des crises qui se dépassent. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu nos outils de travail, donc en seul ou en binôme, psychothérapie, bref. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc la crise, on va vraiment avoir en tête qu'il y a eu, donc, comme je vous disais, une rupture avec l'état antérieur. Il y a quand même quelque chose d'éminemment subjectif, hein, c'est quand même la famille qui va nous dire qu'en fait ils se sentent dépassés. Il y a quelque chose qui est très compliqué, nous, toujours de définir avec nos partenaires médicaux, et on n'hésite pas encore une fois quand on a eu le coup de fil de les rappeler, de discuter avec eux, c'est vraiment est-ce que c'est de la crise ou c'est de l'urgence. C'est-à-dire que le risque, nous on est quand même confrontés énormément donc, à la crise suicidaire, c'est qu'il y a un passage à l'acte parce qu'on n'allait pas assez vite, et nous quand c'est comme ça on sait bien qu'on ne peut pas travailler. C'est-à-dire qu'on va quand même dire oui on va être très rapide comparé aux autres systèmes de soins, mais quand même il faut nous donner 3 jours, 1 semaine. Si c'est pas possible d'ici là, ça veut dire que c'est les urgences. Dans cette gestion-là du travail de différencier la crise et les urgences, on voit qu'il y a vraiment là une pédagogie qui s'infuse, puisqu'en travaillant avec les généralistes pour éviter le passage aux urgences, on commence à parler justement de l'évaluation du risque suicidaire, de comment est-ce qu'on définit à un moment que c'est grave ou que c'est pas grave. Et finalement, on apprend ensemble comment est-ce qu'on travaille, c'est assez agréable. On voit qu'il y a vraiment des compétences partagées. Voilà, donc ça c'est ce qu'on disait sur les situations compliquées. En général, on essaie de dire c'est pas la consultado, mais des fois on sait qu'on va pas y échapper. Donc la crise, pour faire un petit peu de retour sur le sens pour le coup, c'est une racine indo-européenne avec l'idée que donc care qui renvoie à la notion de se couper, de séparer. On voit que c'est une notion de rupture. Donc nous, tout notre travail, ça va être de lier les choses, de remettre de la relation, du sens, de faire en sorte finalement d'organiser la séparation qui est finalement un mouvement propre à l'adolescence. Comment est-ce qu'on va les aider à tranquillement pouvoir imaginer que oui, on est en train de se séparer, on imagine plus tard l'autonomie, des choses comme ça, mais ça nécessite des paliers progressifs.
Donc, au niveau des Chinois, c'est plus compliqué pour moi. Voilà, c'est le double sens et contenu même dans l'idéogramme, qui veut dire à la fois menace et opportunité. Effectivement, la crise, on l'entend souvent comme quelque chose de très pessimiste dans nos sociétés actuelles. C'est la crise, ça va vraiment pas et tout. La crise, c'est aussi la possibilité d'avoir un vrai changement. Et on a des opportunités thérapeutiques durant la crise qui sont assez incroyables. Il y a vraiment, ça amène une telle difficulté. Alors nous, en plus, on s'occupe de la crise pathologique, hein, une bonne crise, des crises de vie. Mais ça amène une volonté de changement et on peut faire changer un ensemble de systèmes. C'est le fameux changement niveau 2 de Watzlawick. Alors, effectivement, la crise de l'adolescence, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien ensemble. Puisque l'adolescent est par définition en crise, hein, il se met dans un équilibre précaire, il y a beaucoup de modifications, il va y avoir beaucoup d'enjeux identitaires, relationnels, la poussée pubertaire, et c'est vrai qu'on voit que ce modèle de consultado, de prise en soin de la crise, marche particulièrement, avec en plus ce qui est compliqué en général à gérer, je crois que tu vas nous en parler Yvan après, c'est l'idée qu'il y a des crises par répétition dans une famille. C'est-à-dire qu'en général, oui, il y a la crise de l'adolescence, mais il peut y avoir aussi la crise du milieu de vie des parents. Il peut y avoir comme ça, on voit finalement tout un système qui est perturbé de par au-delà de ses propres changements. Donc il y a les grands-parents qui sont peut-être malades, il y a peut-être les parents qui se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pu faire même dans leur adolescence. Il y a des choses comme ça et on voit qu'il va falloir avoir une vision extrêmement globale, intersubjective, vraiment dans le petit système familial, mais aussi leur mettre vraiment des fois dans un système vraiment plus gros, et on voit aussi d'ailleurs des crises institutionnelles. On rencontre comme ça plusieurs ados, du même collège, on se rend compte qu'il y a des collèges aussi qui traversent des choses difficiles, ou des MDS, des choses comme ça, et on se rend bien compte que, alors ça ne veut pas dire que nous on va réussir à tout guérir, tout améliorer, mais des fois ça permet aussi de temporiser, de se dire, déjà on va essayer de lever les culpabilités, on voit bien qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il va falloir pouvoir traiter, et il y a des choses qu'on ne peut pas traiter, il va falloir faire le deuil de tout ça. Et comment est-ce qu'on va le supporter? Donc je laisse voilà, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Yvan Jiquel et je suis aussi pédopsychiatre sur le secteur 3, comme vous l'avez compris. Alors, pas de référence théorique univoque dans nos prises en charge, c'est plutôt un abord qu'on appelle intégratif, c'est-à-dire qui tente de se servir un petit peu d'outils multiples pour... Ouais. Merci. Donc je disais abord intégratif, prenant en compte plusieurs types de références théoriques, sans avoir développé des modèles définis de prise en charge, car on a une population extrêmement hétérogène et on doit forcément s'adapter à la clinique qui nous arrive. Alors quelques diapos sur la question des familles. Évidemment, c'est une question qui, je dirais, se pose quasiment pas. On travaille avec les familles dans la mesure où toute crise à l'adolescence met en jeu la famille. C'est d'ailleurs peut-être même la famille qui en est la révélatrice. Ça prend la forme d'une crise parce qu'il y a une famille qui nous amène des symptômes, qui nous amène une demande. La plupart du temps, ce n'est pas le jeune qui fait la demande. Le jeune met en acte et la famille ou l'environnement plus large va transformer cette mise en acte en une première mise en mots et une première demande. Donc les parents sont souvent les premiers interlocuteurs. Alors il arrive quand même parfois que des adolescents plus âgés, plutôt des 16-17 ans, viennent d'eux-mêmes se présenter. Ça peut arriver, mais c'est quand même pas très fréquent. On peut les recevoir. En général, on essaie quand même de voir leurs parents rapidement, mais on peut quand même les recevoir. On essaie de considérer aussi la famille comme un système homéostatique, c'est-à-dire
un système dans lequel, quand on fait bouger quelque chose, quand quelque chose bouge, ben, ça entraîne des mouvements à un autre niveau de la famille. Quand ça bouge du côté des ados, ça bouge du côté des parents, nécessairement. Donc, ça c'est un petit peu la référence aux thérapies systémiques. La crise à l'adolescence, ça touche évidemment toujours le processus d'autonomisation de l'adolescent vis-à-vis de ses parents. Et ça induit forcément un mouvement de l'adolescent et un mouvement des parents. Toujours, comme le disait tout à l'heure Marie, dans des vécus de menaces, dans des vécus de menaces, de rupture, de crainte de rupture des liens. Alors la crainte étant surtout plus exprimée, je dirais, par les parents, mais également, même si elle est souvent un peu niée du côté de l'adolescent, elle est également très présente. On se connaît, je dirais, les positions ambivalentes des adolescents qui revendiquent une autonomie, voire une indépendance, et qui à la fois, par leur comportement, manifestent leur grand besoin aussi de sécurité et de proximité parentale. J'avance un peu parce qu'on n'est pas trop à l'heure, je crois. Donc, importance aussi de considérer, on dit crise d'adolescence, mais c'est aussi une crise parentale, souvent en miroir. Donc, c'est pour ça que je vais expliquer un peu à la diapo suivante comment on reçoit les parents. Il y a aussi, au-delà de l'actuel, souvent une question de résonance avec l'adolescence des parents. Ils y font souvent référence dans les prises en charge. Moi, quand j'étais adolescent, je faisais pas ça. Moi, j'étais pas comme ça. Moi, j'apprenais mes leçons. J'aurais jamais séché un cours, etc. Ou alors, moi, c'était bien pire. Voilà. Et il est important alors, quand ça dysfonctionne beaucoup, d'essayer de repérer à quel point on a des phénomènes de projection. C'est-à-dire, par exemple, cet ado, mon fils, il sort exprès, il rentre pas avant 22h, il le fait exprès pour m'embêter. Alors l'adolescent va dire, écoutez, moi j'en ai rien à faire de toi, qu'est-ce que tu crois que je fais les choses par rapport à toi, j'y pense même pas. Voilà le type d'échange un peu projectif qui peut exister. La question de l'ambivalence, je viens d'en parler, donc je n'y reviens pas. Et en fait, ce qu'on doit un petit peu analyser au départ, c'est les capacités de contenance d'une famille. C'est-à-dire si une famille contient relativement bien tous ces phénomènes de crise, tous ces éléments de crise, elle a une capacité finalement de les transformer. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'opportunité que représente une crise, de transformer tous ces éléments critiques en un changement plus durable, puisque de toute façon, les choses ne resteront pas en l'état. Le jeune adolescent est amené à créer sa personnalité, à prendre de la distance avec ses parents et à changer forcément le rapport avec eux et les liens qu'il avait. C'est ça souvent qui fait crise, c'est que cette transformation est inéluctable mais pas acceptée. Donc si les parents peuvent faire un travail et sont suffisamment contenants vis-à-vis des angoisses de leur adolescent, des attaques, parce que parfois c'est quand même très violent, on a une capacité de contenance qui, alors parfois fait que ces familles-là ne vont pas venir jusqu'à nous, mais voilà, ils viennent quand même assez souvent, malgré tout, et il y a des familles, par contre, qui sont complètement débordées, qui perdent tout repère et qui ont fortement besoin d'un étayage par des professionnels. Donc, quelle place on leur donne dans notre dispositif? Notre principe est d'avoir une forme d'adaptation importante, comme je vous le disais, puisque les gens se présentent de façon très différente et très hétérogène. Et puis l'enjeu est quand même variable en fonction du degré pathologique aussi de l'adolescent ou du fonctionnement familial. Mais évidemment, le principe, c'est de toujours recevoir les parents, si possible les deux, et parfois la fratrie, lorsque ça nous paraît pertinent. Nous n'avons pas mis à ce jour de dispositif obligatoire. C'est une réflexion que nous avons dans notre équipe, c'est-à-dire, par exemple, instaurer à minima une série d'entretiens parentaux obligatoires, quelque chose comme ça. Pour l'instant, on vous l'a dit tout à l'heure, encore en phase d'expérimentation, donc on fait plutôt du coup par coup. La question, quand on propose aux parents d'être reçus seuls, elle est toujours un peu délicate. Pour certains, ça va être mettre le focus sur eux, et donc éventuellement soulever de la culpabilité. Mais
quand même dans la plupart du temps c'est plutôt bien accepté. C'est aussi la possibilité pour eux de mettre en mots la souffrance que génère cette crise. Et donc il faut faire attention, voilà, de ne pas proposer trop rapidement une séance avec les parents. Il faut avoir quelque chose, des éléments cliniques qui nous font penser que ça va être plutôt bien accepté ou nécessaire parfois aussi. Donc il est important de respecter les défenses des parents. Et les parents se défendent aussi beaucoup de cette situation, de repérer les fragilités qu'ils ont, qui sont parfois pas les mêmes entre le père, la mère. Et j'ai marqué là, toujours travailler avec le plus fragile des parents, enfin, c'est-à-dire penser au plus fragile. On a parfois dans des couples un des deux qui est beaucoup plus mis en difficulté par la crise, et c'est plutôt le curseur, je dirais, doit être mis plutôt de ce côté-là. Bien qu'on soit tenté de faire alliance avec le parent qui élabore le plus, qui est moins en difficulté. Voilà, et comme je le disais, dans les crises ados, il y a parfois un ado qui va pas trop mal, mais une famille qui est très rigide, donc ça fait une grosse crise, mais bon, on voit que l'enjeu pour le développement psychique de l'ado est moins important. Et parfois, on a quand même une émergence d'une psychose, même si on n'a pas encore le recul, mais enfin ça fait... Alors évidemment, tous les processus pré-psychotiques ou psychotiques acutisent énormément la crise, rend violent tous les phénomènes de projection et d'attaque, mais voilà, on ne met pas le focus du même côté. Je ne sais pas s'il nous reste 2 minutes. Alors, pas de vignette clinique, comme ça on va en profiter peut-être pour faire 2 ou 3 questions, si vous en avez. Comment intervenez-vous lorsque l'adolescent refuse catégoriquement de quitter son domicile? J'ai plusieurs situations sur Strasbourg où les jeunes restent chez eux, cloîtrés chez eux, oui. Ils refusent catégoriquement de sortir. Oui, effectivement, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent chez les adolescents. Peut-être de plus en plus, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en tout cas. Alors, on a, comme on l'avait dit tout à l'heure, mais on est allé un peu vite, on a créé en parallèle des consultados les équipes mobiles, les UMES. Donc lorsqu'un ado, alors quand on nous dit il ne va pas sortir de chez lui, il est au fond de son lit, il ne viendra pas, on tente de le faire venir. On demande à la famille, écoutez, essayez de le faire venir, qu'on le voit. Si vraiment ça ne marche pas, si la tentative est infructueuse, on passe la situation à l'équipe de l'UMES, qui prend le contact avec la famille et peut intervenir directement sur une visite à domicile avec le jeune. C'est une équipe qui travaille en parallèle de la consultado et qui fait des interventions de ce type-là. Et qui essaie après de faire sortir un peu l'adolescent de sa chambre, de son lit. Ça peut prendre beaucoup de temps, parce que ça dépend des situations qu'on a, mais parfois c'est très difficile à mobiliser. Et même parler d'un ado chez lui peut être très compliqué. Dans notre équipe UMES, là, il est arrivé qu'on parle à travers la porte pendant 3-4 séances avant de se voir. Ça peut prendre beaucoup de temps. Excusez-moi, il y avait une étude très intéressante sur les équipes Komori par rapport à ça, les gamins qui ne veulent pas sortir de leur chambre au Japon. Il y a beaucoup de choses qui ont été. Oui, tout à fait. Qui sont intéressantes. Voilà, d'aller les chercher petit à petit avec les parents. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a aussi un facteur qui favorise le maintien des ados à domicile, c'est le lien qu'ils ont via l'ordinateur et les réseaux Internet. Donc ils sont seuls, isolés, mais souvent quand même en lien, via les jeux en réseau, etc. Et parfois on a des parents qui nous disent mais alors il est totalement inerte, on ne peut pas lui parler, etc. Mais on l'entend toute la journée parler avec d'autres, crier, etc. Ça a changé un peu la donne depuis ces dernières années quand même.